Bonjour à tous, Madame le maire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, comme diraient mes camarades des armées. Je suis réserviste de la marine, donc j'en profite et je porte le bleuet de France pour le 11 novembre. Oui, vous êtes officier de marine de réserve. Voilà. Pour rebondir avec ce qui a été dit juste à la fin, l'être humain, que ce soit pour fabriquer le satellite ou que ce soit pour l'utilisation ou pour les données, il est fondamental. Alors un premier truc, l'Agence spatiale européenne, ce n'est pas une agence de l'Union européenne, hein, je veux tout de suite clarifier ça. Vous avez une série de drapeaux en bas qui sont les États membres de l'ESA, les États associés, les États coopérants. Alors qui peut repérer les drapeaux des États non membres de l'Union européenne? La Suisse, oui, ça c'est le plus facile vu la région. Canada, ouais. Le Royaume-Uni, et puis la Norvège, bien. Alors le Canada, ce n'est pas un État européen, agence spatiale européenne, mais il y a des accords de coopération depuis un certain temps. Et donc Suisse et France, par exemple, ont le même statut à l'ESA, le même rôle, etc. Alors, vous n'avez pas pu rater ça, des images de Valence, beaucoup prises par des gens qui habitaient là-bas, ou qui étaient en visite là-bas. Et voilà ce qu'on peut voir du satellite. Vous avez une image avant et pendant. Le point important, c'est que dans le cas d'une crise, l'activation actuelle des satellites et les systèmes actuels, que ce soit les systèmes européens, Copernicus ou Chart, espace et catastrophes majeures, quand vous demandez l'activation, vous avez les informations 2 jours après, au mieux. Ce qui, en cas de crise majeure, est un peu... C'est un peu long. Un peu long, n'est-ce pas? Au mieux, Copernicus prévoit de fournir 6 heures après une activation. Donc 6 heures après, pour certaines crises, c'est bien. Si vous savez, par exemple, la météo vous a dit, attention, il va y avoir des pluies diluviennes. À ce moment-là, vous pouvez activer le système et espérer avoir les premières images quand les pluies arrivent. Par contre, ça ne sera pas forcément remis à jour toutes les heures. Tout ça pour dire aussi, en réaction à une question qui a été posée tout à l'heure, si on travaille en particulier sur les crises, c'est parce que c'est ce qui est le plus dimensionnant pour ce qu'on fait. Ça veut dire quoi, dimensionnant? Dimensionnant, ça veut dire le vrai problème en cas de crise, c'est d'avoir une information quand elle est nécessaire, tout de suite. Donc le dimensionnement, c'est toute la chaîne entre le moment où l'image va être prise et le moment où les informations traitées par des êtres humains, par l'intelligence artificielle, va arriver auprès du pompier, du spécialiste de protection civile, du centre de gestion de crise. Mais bien sûr, on travaille aussi sur l'ensemble. Autre exemple, à gauche, c'est aussi... une question d'inondation. Les États-Unis, à gauche, le 9 octobre, vous en avez aussi entendu parler. Alors, petit problème de certaines images, vous avez des machins blancs qui vous empêchent de voir ce qu'il y a dessous. Et c'est quoi ces machins blancs? Les nuages. C'est-à-dire qu'une image, c'est bien, mais si vous êtes à un moment où il est en train de pleuvoir, en général, vous avez des nuages, et donc vous ne voyez pas ce qu'il y a dessous. Donc, on a quand même des images radar qui vont permettre de voir dessous, mais d'autres types d'interprétations. C'est intéressant, là, vous recevez une image, vous voyez qu'il y a des nuages blancs, il faut commander à un autre satellite de venir avec son radar, ou les deux équipements sont sur les mêmes satellites? Alors, les deux ne sont pas sur les mêmes satellites, par contre, ça peut être possible quand on sait que c'est un événement qui se passe sous nuage, la demande va être faite d'avoir plutôt des images radar. C'est complémentaire, on n'a pas les mêmes informations, pas les mêmes choses. À droite, ce n'est pas une inondation, en Argentine, donc en septembre cette année, où là, ça permet de mesurer la zone brûlée. Pareil, si vous avez un incendie, l'incendie qui se propage, regardez les incendies dans les Landes, par exemple, c'est quoi, il y a 2 ans, il y a 2 étés, ça se propage quand même plus vite que toutes les 6 heures, ou que tous les jours, ou que tous les 2 jours. Donc c'est une problématique qu'on s'est posée. Vous avez aussi l'Émilia-Romagne en octobre aussi. Donc ça, c'est une superposition d'images 8-20 octobre. Tout ce qui est bleu sont les zones inondées suite à ce qui s'est passé au nord de Modène, entre Modène et Mantoue. Là, c'est moins frappant, mine de rien, le traitement de l'image augmente ou diminue l'impact visuel d'une catastrophe. Alors, vous pouvez effectivement voir les superficies inondées, et certains systèmes vont aussi vous calculer, faire la comparaison avant-après, le nombre de bâtiments, le nombre de bâtiments détruits, le nombre de bâtiments inondés, l'état des routes, aussi important pour se rendre compte de l'état des routes encore praticables. Quand vous voulez envoyer des secours, les routes ou les ponts, si vous vous basez sur la carte papier de 1 mois avant, vous risquez de vous trouver face à des zones impraticables. Alors cet événement a conduit à l'activation du système Copernicus de gestion des crises, donc qui a été activé le 20 octobre,
par la présidence du Conseil des ministres italien et le département italien de protection civile. Mais ça a conduit à des informations qui sont arrivées nettement après. Donc encore une fois, c'est beaucoup un constat. Et donc la question, c'est est-ce que c'est assez? Alors, les images d'observation de la Terre, c'est ce que disait, c'est au mieux quelques heures après la demande. Il y a peu de revisite, c'est-à-dire qu'un même satellite ne va passer au-dessus du même point de la Terre que tous les 3 jours, en gros. Oui, puis il n'est pas mobile, il faut peut-être le signaler. On ne peut pas lui demander d'aller à un endroit ou à un autre. Alors, le satellite est mobile par nature, c'est-à-dire qu'il tourne autour de la Terre tout seul. On ne peut pas lui faire changer d'orbite, le faire se déplacer. On ne peut pas lui faire changer d'orbite, ça coûte extrêmement cher en combustible. On peut avoir un satellite qui est positionné de manière fixe, mais ça veut dire au-dessus de l'équateur à 36 000 km, contre 800 km pour un satellite standard. Donc avec une résolution moindre, forcément. Voilà, donc la météo, par exemple, les satellites Météosat, la majeure partie, les images que vous voyez aux nouvelles, c'est 36 000 km. Donc la résolution, la taille du pixel est grande. Donc ça permet un certain nombre de choses, mais pas tout. Le satellite, en fait, vous allez avoir sur une même orbite plusieurs satellites qui vont se suivre. Donc ça va permettre une certaine répétition. Mais si vous voulez avoir un satellite, une image au claquement de doigts, il faut beaucoup de satellites pour ça. Et puis il faut les systèmes qui vont permettre d'acheminer les données, de traiter les données, et de faire cette analyse qui vont permettre d'avoir l'information utile sur le terrain. L'opérateur de terrain, même le centre de gestion de crise national ou régional, il n'a pas les moyens d'interpréter une image brute. Il y a un travail à faire. Et pourquoi il n'aurait pas ce moyen d'interpréter ces images, lui? Alors, il ne gagnerait pas du temps? Alors, il faut un peu de monde pour le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir dans chaque centre de gestion de crise les spécialistes images qui sont capables, à partir des images brutes, d'en tirer quelque chose. Alors, ce qui se développe de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle pour faire du pré-traitement. Aujourd'hui, on estime que 93% des images satellites ne sont pas utilisées. Soit parce qu'il ne se passe rien, soit parce qu'il n'y a personne qui a demandé l'image. Est-ce que vous connaissez l'AIS? Automatic Identification System. C'est un système anti-collision pour les navires, qui est obligatoire pour les navires au-dessus d'un certain nombre de tonneaux. Alors, je ne sais pas si c'est obligatoire sur le Léman aussi, mais en tout cas en mer. Mais ce système, en fait, c'est un système qui va envoyer en permanence vers des stations sol initialement et maintenant vers des satellites des informations sur le nom du navire, l'âge du capitaine, le port de départ, le port d'arrivée, le type de cargaison. Mais ce système, il n'est pas contrôlé, il n'est pas sécurisé. Ça les a fait fuir, ce système. Oui, ça les a fait fuir. Ils ne veulent pas de collision. Ils ne veulent pas de collision. Mais ce système est modifiable. C'est-à-dire que le navire, le capitaine du navire, peut changer les informations, modifier les informations ou couper le système. Un navire d'une marine nationale va couper ce système quand il est en opération. A priori, oui. Voilà. Mais les trafiquants, ils vont aussi couper leur système. Ou ils vont le modifier. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire qu'ils sont à un autre endroit. Et ça, c'est très facile. Donc, il faut que l'information soit valide. Donc, il faut des systèmes complémentaires qui vont permettre de s'assurer que les informations reçues sont bien les bonnes. Et puis, autre élément pour dire que ce n'est pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais les utilisateurs, ils ne sont pas au courant. Donc, s'ils ne sont pas au courant, c'est comme si ça n'existait pas. Et ces systèmes sont souvent indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils pourraient, mis bout à bout, répondre au mieux à la question, mais ils ont été définis de manière indépendante. Et donc, ce qu'on essaye de bâtir, et on a commencé il y a 2-3 ans cette initiative-là, c'est une initiative pour fédérer ce que j'appelle les bonnes volontés, c'est-à-dire ceux qui ont des choses et qui veulent bien travailler ensemble. En se disant qu'on répondra plus rapidement aux besoins si on part de ce qui existe, plutôt que de se dire on part de zéro, et on essaye de faire un bon système, on va récupérer quelques milliards de nos États, et puis avec ça, on va faire un gros système. On va essayer de les convaincre là-dessus. Et donc, pour répondre plus rapidement, et répondre en cas de crise, mais aussi, on travaille sur l'amont et l'aval. C'est-à-dire qu'on est aussi sur se dire, est-ce qu'on peut anticiper, ou au moins avoir fait tout ce qui était possible avant pour permettre la préparation pour le jour où la crise arrive, comme ça peut être aussi la résilience après, pour aider à reconstruire, savoir ce qui s'est passé, etc. Ce qui manque, en fait, c'est le lien entre les solutions. Donc vous avez à peu près partout des centres de gestion de crise
qui ont accès à certaines données, qui ont accès à certains satellites, qui ont accès à certains services, qui ont accès à des choses, mais qui ne sont pas interconnectés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur, de données propriétaires, non, juste de non-connaissance, de problèmes logiciels, de non-connaissance. De non-organisation, de travail en silo. Quelqu'un a mentionné les silos. Oui, c'était moi. Oui. Juste avant, voilà. On a des silos, nous aussi. Même chez vous. Chez nous, on a des silos. Oui, si. J'ai des camarades qui sont spécialisés dans certains types de satellites. C'est leur travail et donc ils ne s'occupent pas des autres. Donc nous, on est là pour essayer de mettre un peu de liant et de les faire se parler. Mais c'est pareil dans l'industrie, c'est pareil dans les États, c'est pareil un peu partout. Est-ce que c'est pareil à la NASA, votre équivalent La NASA, par exemple, ne fait pas d'observation de la Terre. C'est pas chez eux, c'est à la NOAA. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est même une autre organisation. Et à la NOAA, donc la North... Bon, bref, c'est la même chose. Il y a un problème d'interopérabilité entre les satellites. Je pense qu'il y a moins, puisque justement, c'est un organisme qui s'occupe que d'observation de la Terre. Et de choses annexes. Il y a peut-être aussi de l'aéronautique ou des choses comme ça. Mais donc, ils sont monodomaines. La NASA, c'est principalement l'exploration et les volabilités. Nous, on a ça, on a les volabilités, on a la navigation avec Galileo, on a les télécommunications, on a l'exploration, donc on a un peu tout. Et en fait, dans le cas d'une crise, l'idée, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de moyens différents qui sont utiles. Donc, il y a des solutions nationales connues ou pas connues, il y a des hubs, des centres de gestion, des trucs qui existent, il y a des solutions européennes, mais qui, par exemple, si on parle de Copernicus ou autre, ne sont pas adaptées à la crise elle-même et sont limitées aux solutions satellitaires, alors que nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Et pour ça, le rêve, alors j'ai tendance à dire, là on est en novembre, Halloween est passé, donc les vitrines de Noël vont commencer à sortir. C'est un peu la liste du Père Noël. Ce qu'on souhaiterait avoir. Ce qu'on souhaiterait avoir, c'est la capacité, à n'importe quel moment, qu'un opérateur, entre guillemets, centre de crise, gestion de crise, pompier, tout ce qu'on veut, puisse avoir ce dont il a besoin, que ce soit en images, que ce soit en système de télécommunication de secours, que ce soit en connaissance de ce qui se passe autour, que ce soit en positionnement, en nombre d'habitants dans une zone à risque, en information sur ce qui est en train de se passer en amont, en aval, réseaux sociaux. La plupart des images qu'on a vues à télévision, c'est la personne qui est sur place, qui filme avec son téléphone et qui poste sur les réseaux. Cette information-là est utile pour les gens qui ont à gérer des crises. C'est aussi l'Internet des objets. Le lac et peut-être les rivières, les bassins sont équipés de senseurs qui mesurent la hauteur d'eau, par exemple. Ces informations-là, elles peuvent être récupérées de façon à être intégrées aux images satellitaires et servir d'informations utiles pour compléter les choses. On a aussi tout ce qui est réseau intelligent. On a aussi l'idée d'intégrer tout ce qui est drone ou ce qu'on appelle les HAPS, High Altitude Pseudo Satellite, possibilité d'avoir des ballons à 20 km d'altitude qui vont pouvoir, des ballons dirigeables, rester positionnés pendant 2 ou 3 mois au-dessus d'une zone qui, pendant une certaine période, est une zone pendant laquelle on veut pouvoir mieux surveiller, parce que comme on sera à 20 km au lieu de 800 km, forcément, s'il y a les mêmes senseurs, la résolution sera bien meilleure. Et de permettre à l'ensemble des acteurs, en fait, de bénéficier de tout ce que les autres ont. C'est-à-dire de ne pas se limiter aux outils nationaux, aux solutions nationales ou locales, mais de pouvoir bénéficier des autres. Et pour un certain nombre de sujets, vous avez 5 boîtes ici. Bon, tout ce qui est protection des infrastructures, parce qu'après tout, on peut aussi se dire qu'on peut surveiller les barrages et l'état des barrages de façon à prévenir en cas de fragilisation d'un ouvrage, par exemple, ou d'un pont. Et donc, c'est, entre autres, discuter avec les gens qui ont déjà des bouts de solutions, discute avec des opérateurs de satellites de télécom, avec des gens qui ont de l'observation de la Terre, avec mes collègues qui font Galileo, etc., avec fournisseurs d'Internet par satellite, Internet des objets par satellite, c'est-à-dire qui récupèrent les informations par satellite, et avec des utilisateurs, de façon à bâtir quelque chose qui est utile. On fait ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de vendre des technologies, et de se dire, tiens, ça serait bien d'essayer de les vendre, c'est de dire quels sont les besoins, qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce qui vous manque. Et de temps en temps, ce qu'un utilisateur a, le voisin ne l'a pas. Mais on peut peut-être aider à ce que le voisin soit au courant. Et en faisant le maillage
de ce qui existe et de ce qui est disponible, parce qu'il peut y avoir des solutions qui existent, mais qui ne sont pas disponibles en dehors d'un certain pays, parce que c'est du gouvernemental, étatique ou en dehors d'un certain type d'utilisateur, ou en dehors. Donc on rentre ces contraintes-là dans le système. Et donc de se dire, voilà, tous ceux qui veulent bien travailler ensemble et qui peuvent, on va les mettre en réseau. Et la mise en réseau. Donc c'est une liste du Père Noël pour plusieurs Noëls. Hein. C'est pas, ça sera pas le 25 décembre cette année. Chaque centre de gestion, public ou privé, c'est un hub, un réseau. Chacun a ses spécialités. Il y en a qui n'ont jamais de problème d'incendie, donc ils ne savent pas comment les gérer. Il y en a qui n'ont jamais de problème. Et de les mettre en réseau, de façon à ce qu'ils puissent s'aider les uns les autres. Aussi parce qu'on peut espérer que les crises, elles ne se produisent pas toutes, qu'il n'y a pas des crises tout le temps, partout, en même temps, et donc ils peuvent mettre à disposition des moyens auprès du voisin. Il y a déjà des choses qui se posent en transfrontalier. Je veux dire, ici, vous êtes entre la France et la Suisse, la crise, elle ne connaît pas la frontière. Le satellite, il ne voit pas les frontières. Et il y a d'autres régions, quand il y a eu les inondations en Europe de l'Est il y a 1 ou 2 mois, c'était sur 6 États en Europe de l'Est, c'était pas un seul État. Et donc, par exemple, la Pologne souhaite, dans le cadre de ce qu'on fait là, développer un centre de gestion de crise qui intégrera tous les outils satellites et pouvoir le proposer aux pays voisins. Donc, travailler là-dessus. Et donc, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais de se dire, on travaille à la fois sur des systèmes nationaux, sur des systèmes dits institutionnels de l'Union européenne ou de l'ESAO, des services institutionnels européens, sur des systèmes commerciaux, parce qu'il y a des entités commerciales qui ont développé sur leurs fonds propres des systèmes. Ça me permet de dire, le but du jeu n'est pas de bâtir un système gratuit. Tout travail mérite salaire. Mais selon les services et les applications, il y en a qui seront gratuites, il y en a qui seront payantes, il y en a qui seront gratuites pour certains utilisateurs parce qu'un État aura décidé de financer X images ou X canaux de télécommunication pour ses crises personnelles. Et si c'est par exemple un assureur du système qui veut être capable de savoir qui il doit assurer, ben, il paiera pour le service parce que lui, ça va lui faire économiser soit des primes indûment payées, soit envoyer des experts sur le terrain parce que s'il a l'information fiable, il n'aura pas besoin d'envoyer des experts sur le terrain pendant 2 mois. Et il pourra rembourser plus vite les partenaires. Donc l'idée, c'est de bâtir un système, et une des complexités, alors il y a une complexité technique, c'est-à-dire que de systèmes qui n'ont pas été conçus pour se parler, il faudra qu'ils puissent se parler, ou qu'ils parlent à un orchestrateur commun, et qu'on mette en place aussi toute la gouvernance au sens qui a accès à quoi, quand et à quel prix. C'est-à-dire que le pompier sur le terrain, ou autre, il va préciser sa demande. Et il faut que ce soit un système qui lui dise, donc on va appeler ça une place de marché digital, qui va lui dire, voilà, pour cette demande-là, voilà ce qu'on peut vous proposer. Donc, effectivement, on peut répondre à votre demande, ça va vous coûter tant, parce que le satellite qui peut vous fournir une image dans les 15 minutes, c'est un satellite privé payant. Mais si vous pouvez attendre une demi-heure, vous allez avoir une image gratuite d'un satellite étatique. Par contre, ça coûtera quand même un peu parce qu'il faut le traitement derrière de l'image derrière. Donc, ah oui, parce que là pardonnez-moi de vous couper, oui. On ne parle depuis le début que de satellites étatiques. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a le commercial en bas à gauche. OneWeb, ça va être une constellation télécom orbite basse européenne concurrente de Starlink, pour ne pas dépendre des Américains. ISI, c'est une constellation de satellites radar privés, qui a déjà des services, etc. Donc, le but, c'est de mettre tout le monde ensemble. Par contre, il faut que le travail qui a été fait en amont, ou le travail pour fournir le résultat, soit payé. C'est ce que je dis, mais payé, ça peut être via un État ou ça peut être via un utilisateur. C'est ce que je disais, hein, c'est pas juste pour tout de suite. Donc là, on est sur les 3 premières années où, en fait, là, on est dans une phase où on a identifié ce qu'on appelle des trous capacitaires, des besoins en techno de développement ou des besoins en développement de services. Donc il y a des entités qui sont en train d'y travailler. Donc il y en a une avec des États qui sont financeurs d'un petit programme. Il n'y a pas la France, mais il y a la Suisse. Donc on a un projet qui est géré par l'Autriche, un projet géré par la Belgique, un projet géré par l'Espagne, un projet géré par la Finlande. Il y a 2 projets qui vont démarrer, un géré par l'Estonie, un par la Hongrie, et ensuite un projet avec la Pologne et d'autres. Et chacun va développer des petits bouts de ce qui manque. Ils ne vont pas se marcher sur les pieds, ils ne vont pas faire la même chose. Ben non, parce que c'est nous, on contrôle. Vous êtes sûr, hein ? Oui.
Vous n'allez pas remettre du bordel sur le bordel, je veux dire. Alors, on va essayer de simplifier et on essaye. Ce que nous demandent nos États financeurs, c'est de ne pas faire de duplication. C'est-à-dire, si quelque chose existe, de l'utiliser. Par contre, si ça existe mais que ce n'est pas disponible, c'est plus de la duplication. Donc, on s'autorise la possibilité d'aider à développer quelque chose qui existe ailleurs, mais qui n'est pas autorisé. Donc, effectivement, on regarde ça, on essaye de boucher ces premiers petits trous. Et en 2025, il y aura des premières petites démonstrations d'activités ou de services autour des incendies, des feux de forêt, de la surveillance maritime, ce genre de trucs. Il y a même un État qui est en train de prévoir avec nous un exercice de gestion de crise dans un stade. Ah bon ? À échelle 1. De gestion de risque dans un stade, c'est-à-dire ? C'est-à-dire en quoi les satellites peuvent aider lors d'une crise, style terrorisme ou autre. D'accord. Soit à récupérer par exemple un système de télécommunication, parce qu'il se trouve que les terroristes, malencontreusement, ils auront mis du brouillage autour de la zone, parce qu'il pourrait y avoir besoin de détecter des choses, de s'assurer que les voies d'accès pour les forces de police sont bien dégagées et pas, etc. Donc voilà, il y a ce type de choses qui est en réflexion, comme il y a des choses, oui, autour des incendies, des feux de forêt. Par exemple, il y a déjà eu des choses autour des inondations en Europe de l'Est, qui ont déjà commencé à utiliser des petits bouts de ce qui est en train d'être bâti. Et puis, petit à petit, de mettre en place ces centres de gestion de crise ou d'améliorer les centres de gestion de crise existants, de façon à leur donner d'autres capacités que celles qu'ils ont aujourd'hui, et tout en essayant de minimiser l'impact sur celui qui va agir sur l'acteur de terrain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'il ait à se transporter avec 50 kg de matériel en plus pour pouvoir recevoir les informations satellites. Il faut qu'il puisse recevoir les infos utiles sur déjà le moyen qu'il a, quitte à ce que les informations complémentaires soient dans le poste de commandement, des choses comme ça. Et c'est comprendre ça, et c'est discuter aussi avec les utilisateurs. Les industriels, on les force à discuter avec des utilisateurs de chez eux, et discuter aussi avec des agences des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire et ce genre de choses. Mais aussi, on discute aussi avec les douanes, l'Organisation mondiale des douanes, parce qu'ils ont aussi des questions qui se posent sur un certain nombre de sujets. Et donc voilà, c'est essayer de bâtir ça et d'essayer de répondre aux besoins. C'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on essaye de bâtir et pour lesquels il y a besoin de tout le monde, parce qu'il y a besoin de comprendre les besoins, il y a besoin de comprendre les bouts de solutions qui existent, il y a besoin de comprendre ce qui manque. Et ce qu'on espère, c'est qu'en impliquant les utilisateurs dès le début, d'une part, ils vont garantir que les solutions qui sont bâties ont des chances d'être utiles à eux, mais ils peuvent aussi convaincre leurs voisins et autres, et ceux qui font le même métier ailleurs, ils peuvent être prescripteurs de ça. Alors, nous, on n'a pas d'intérêt commercial là-dessus parce qu'on a interdiction de gagner de l'argent, les a. On reçoit de l'argent des États membres, si on ne l'a pas dépensé, on doit le rendre. Donc là-dessus, c'est tranquille, pas de bénéfice, pas de truc là-dessus. Mais le but, c'est d'une part de servir le citoyen dans toutes ces questions-là, gestion, et que l'industrie aussi européenne en profite plutôt que l'industrie américaine. Surtout avec les élections où, de toute façon, les droits de douane vont augmenter, autant développer l'industrie européenne. Et puis en parallèle, juste pour mentionner, parce que ça a été, c'est en lien aussi avec ce qui a été dit ce matin, on a une autre initiative, mais dont je ne m'occupe, sur laquelle je ne travaille pas, qui est une initiative pour aider à une meilleure connaissance du changement climatique et la décarbonation. Et avec, donc, aller plus loin que le thermomètre de l'observation de la Terre qui va savoir ce qui se passe, mais aider à apporter le médicament par du soutien des systèmes satellitaires à la décarbonation des transports, des villes, de l'énergie, du maritime et ce genre de questions. Donc on a ça aussi qui se fait. Dans cette question crise, on est sur l'action, mais on est sur l'aide à l'action terrestre aussi là-dessus. Mais dans la partie Space for a Green Future, qui est le nom de l'autre chose, l'autre truc, il y a du travail sur la décarbonation et sur des grands secteurs. Sur tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous a appris Valence ? Est-ce que ça implémente votre projet ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous avaient échappé ? Est-ce que ça confirme cette stratégie ? Quel regard vous portez-vous ? Alors, ça confirme parce qu'effectivement, sur une page, il y a le lien vers un article, mais vous le trouvez sur le site de l'ESA, où en fait on s'aperçoit que l'activation
à la fois de la charte espace et catastrophes majeures et du système d'urgence Copernicus, ont fourni des résultats au bout de 2 jours. Donc, soit vous anticipez la crise, parce que vous savez qu'elle va se produire, même si vous ne pouvez rien faire, et à ce moment-là, vous demandez à l'avance d'avoir des images qui vont être préparées, mais si vous n'êtes pas préparé à ça, si la crise dure plus longtemps que prévu, et si vous avez besoin d'avoir un rafraîchissement d'informations plus rapide, c'est là que pour le moment, les systèmes n'existent pas. Alors, certains opérateurs privés commencent à mettre en place des systèmes où ils vont pouvoir répondre plus rapidement. Par exemple, je parlais de ICEYE, qui est une petite constellation de satellites radars. Ils ont 34 satellites radars. L'Union européenne, construite par l'ESA, on en a 2. Ils sont plus gros, ils sont plus précis, mais il n'y en a que 2. Donc la revisite est plus courte. Mais si on combine avec les 34 satellites radars de cette constellation-là, ça permet d'avoir plus souvent une image, avec moins d'informations, mais plus souvent une image. Si on parle télécommunications, ce sont les grands opérateurs privés de télécommunications. Il y a Eutelsat OneWeb, il y a SES, il y a d'autres. Et ils travaillent aussi avec des opérateurs de téléphonie mobile. Parce que l'idée, c'est aussi, il y a une petite société, une PME française, qui est en train de développer un système qui permettra à n'importe quel téléphone mobile de communiquer avec un satellite, sans avoir besoin d'acheter un téléphone satellite. Alors, pas forcément pour toutes les conversations et tout, mais au moins, ça peut être utile en cas d'urgence. Donc, c'est essayer d'identifier toutes ces choses-là de façon à mieux répondre aux crises. Alors, Valence, moi, de ce que j'en ai lu, il y a bien eu une alerte qui est venue des agences météo, mais qui n'a pas forcément été répercutée sur la population assez tôt, et pas forcément avec les messages utiles, du style attention, ça va être beaucoup plus violent, ça risque d'être beaucoup plus violent que ce que vous avez vécu jusque-là, voilà ce que vous devez faire. Parce que le satellite, les systèmes autres, ils ne vont jamais empêcher la crise. Donc il y a une question d'anticipation, de prévision. Je pense qu'un des soucis aussi, c'est tout ce qui a été artificialisation des sols dans la région, de ce qu'on a entendu. Bien documenté par le satellite. Bien documenté par satellite. Le satellite peut permettre de travailler en commun avec des modèles numériques de terrain, des choses qui vont permettre de faire des simulations d'effets lors d'inondations ou autres. Je ne sais pas si ça aurait suffi là, parce que j'ai compris qu'en 6-7 heures, il y avait eu une année de précipitation. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent se faire en amont pour essayer de... Alors, sans aller peut-être jusqu'à la zéro artificialisation qu'on a en France ou autre, mais au moins de se rendre compte en amont des effets possibles de ça. Et puis, j'ai compris aussi que l'UME, l'unité militaire d'urgence espagnole, n'avait pas été déployée très vite, c'est-à-dire que les gens se sont trouvés un peu livrés à eux-mêmes. Là où le satellite peut aider, mais quand il y a des gens pour récupérer les informations, c'est effectivement analyser les zones d'accès, les routes d'accès et l'état réel du problème. Qu'est-ce que vous disent parce que je suppose que vous les consultez, les pompiers, les gens de terrain, la sécurité civile? Ils vous disent qu'ils ont besoin de quoi? Sous quel format? Au bout de combien de temps? Avec quel renouvellement? Alors, le format, on n'en est pas encore là, parce qu'en fait, nous, on va essayer de limiter les chances. Mais par exemple, côté pompiers, ils ont besoin d'avoir l'information de là où est le feu aujourd'hui, mais aussi l'estimations, prévisions de l'avancée du front de flamme. Donc, il y a besoin d'informations sur les vents. Il y a besoin d'informations sur la végétation, le type de végétation, parce que selon le type de végétation, ça ne va pas prendre feu de la même façon. Besoin d'informations sur les habitations, les bâtiments, et éventuellement qui est dedans. Donc on réfléchit, on se dit que peut-être une chose, c'est aussi dans le système de détecter le nombre de téléphones actifs, parce que ça peut donner une indication du nombre de personnes présentes. Et j'avais aussi quelqu'un qui me disait, ce qui est important si la crise dure, c'est de détecter le nombre de téléphones actifs qui ne le sont plus. Ça peut vouloir dire que s'il n'y a plus d'électricité, les batteries sont à plat et que donc l'urgence est encore plus grande. Ça va être aussi de récupérer toutes les informations. Il y a des forêts maintenant qui sont équipées en senseurs de mesure de température, d'avoir une corrélation entre température du sol, température des senseurs, météo,
Si vous savez qu'il y a des vents violents dans une zone et que la température a augmenté, ça augmente le risque incendie. Le risque augmente. Et le pompier, en fait, vu l'avancée du feu, mon estimation, s'il peut avoir 30 minutes, il serait content. Une image rafraîchie toutes les 30 minutes. C'est possible? Ça sera possible. Vraiment. Mais il faut augmenter le nombre de satellites ou interopérabiliser? Déjà interopérabiliser les satellites et permettre que l'image, quand je dis image, hein, c'est aussi radar, c'est aussi, je fais une interprétation, que l'image puisse être traitée et envoyée. Parce que si vous envoyez l'ordre au satellite de prendre une image, l'ordre peut aller assez vite si tout est organisé, l'image sera peut-être prise en 10 minutes. Mais s'il faut 1h30 pour attendre que le satellite passe au-dessus d'une station sol, décharge son image et qu'elle puisse être envoyée, vous recevez bien l'image de 10 minutes après, mais vous ne l'avez qu'1h30 après. Donc vous n'avez pas gagné. Donc l'enjeu, c'est de prendre l'image et de la renvoyer au sol le plus rapidement possible à l'endroit où elle est utile. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble d'enjeux à la fois d'observation de la Terre, à la fois de télécommunication pour récupérer l'image, à la fois de télécommunication entre les personnes, et ce n'est qu'en mettant tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Après, il y aura des étapes. Pour donner un exemple, je discutais lundi à Euronaval avec un fournisseur, quelqu'un qui est en train de mettre en place une constellation pour récupérer l'Internet des objets, les informations d'Internet des objets. Ils ont lancé cette année 2/5 de leur constellation. Donc ils sont capables de récupérer et transmettre au sol les informations des senseurs dont ils ont la charge toutes les 90 minutes. Avec les 3 derniers 5e qui vont lancer l'année prochaine, ça sera toutes les 12 minutes en Europe. Donc les opérateurs de senseurs d'Internet des objets qui seront en contrat avec eux pourront toutes les 12 minutes avoir l'information de la valeur mesurée. Et en tout cas, l'espace a son rôle pour motiver les gens. Moi, j'en suis arrivé à l'écologie parce que j'étais fasciné par Cousteau, par Hubert Reeves, par Carl Sagan et par une photo, parce que j'ai une mémoire visuelle, celle de Bruce McCandless, vous savez, cet astronaute qui avait testé sur le MMU en 84, et il y a une photo où il est au-dessus de la Terre. Ouais. Et j'ai regardé ça avec mon grand-père, qui avait beau être un communiste stalinien, mais je vous jure que c'est vrai qu'on avait les larmes aux yeux de voir juste cette beauté. Ouais. Et moi qui m'a Alors marqué. c'était le MMU, le Man Maneuvering Unit, il y a eu un essai une fois. Il a été abandonné ensuite. C'était un genre de propulseur qu'ils avaient accroché sur le dos, un genre de petit vaisseau autonome où en fait la première fois l'astronaute a pu se détacher de la navette et se propulser. Donc il avait un genre de fauteuil. On le voit dans Gravity. Avec des petites manettes comme des manettes de jeu qui lui permettaient de se déplacer. Et effectivement, il s'est trouvé vaisseau tout seul dans l'espace. Et du coup, avec un message encore plus, enfin une fragilité encore plus grande. Regardez cette photo, tapez sur Google, c'est fascinant. Et puis regardez cette série magnifique sur Apple TV, maintenant Canal+, For All Mankind, qui imagine une Amérique qui a perdu la course à la Lune, les Soviétiques les ont dépassés, et tout ce que ça a comme conséquences scientifiques, sociologiques, politiques. C'est une des séries les plus fascinantes qui existent. Et puis qui rend l'espace beau. Mais moi, je suis un gamin. Ça a beau polluer, on me dit les fusées polluent, mais je m'en fous. Mais c'est beau. Alors, ce que m'ont dit mes collègues côté fusée, un lancement de fusée, c'est l'équivalent d'un vol transatlantique. C'est tout. En gaz à effet de serre. Alors, allez dans l'espace, mesdames, messieurs. Merci.